Carte sur table. Carte sur table, prenez le rendez-vous sur Aussi FM tous les dimanches à partir de 9h. Dimanche 17 décembre de l'année 2017. Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver sur les différents médias du groupe de presse Le Matinal, un groupe de presse qui s'apprête justement à fêter ses 20 ans d'existence dans une semaine. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire confiance. Voici le 49e numéro de l'année 2017 de votre émission sociopolitique 4 sur table. Le président Patrice Talon imprime son rythme de gouvernance depuis quelques jours. C'est une lutte acharnée qu'il mène contre les fossoyeurs de l'économie nationale. Le chef de l'État le reconnaît, beaucoup de choses restent à faire. Il demande du temps pour achever ses chantiers. Après un peu plus de 20 mois à la tête du pays, quel bilan peut-on faire sur le plan économique, politique et social? Le programme d'action du gouvernement, le PAG, a 1 an. Depuis hier, a-t-il comblé les attentes? Eh bien, pour opiner sur ces sujets et analyser avec nous la situation sociopolitique du pays, nous avons dans ce studio M. Gassien Adiagboni. Il est le président de l'Association nationale des propriétaires et exploitants de boulangeries et pâtisseries du Bénin, PDG de Tinsi SA, président de la commission de l'économie et des investissements à la CCIB, sans oublier plus récemment depuis 2017, président du Creuset Michité avec comme slogan servir autrement la communauté. À partir de 10h05, vous pouvez intervenir dans cette émission en tapant bien sûr le 65 00 24 24 ou le 61 53 90 53. Je voudrais également saluer tous les auditeurs de Urban FM de Paracourt qui nous ont rejoints et dire merci également à tous ceux qui nous suivent depuis l'extérieur parce qu'ils ont eu le réflexe justement donc de mettre l'application Aussi FM 88.6 qu'ils ont téléchargé sur Play Store. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h30. Merci et bienvenue à vous tous. Monsieur Gassien Adiagboni, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation pour échanger avec nous sur quelques sujets d'actualité. Bonjour Monsieur De Dravo. Comment allez-vous? Ça va et merci de m'avoir invité. Alors, je l'avais dit en introduction, vous êtes donc le président de l'Association nationale des propriétaires et exploitants, bien sûr, des boulangeries et pâtisseries du Bénin à l'ANPEB. Votre secteur a fait la une de l'actualité ces derniers jours. Manque d'hygiène, farine périmée et présence de bromate de potassium dans le pain. Cela entraînait justement la fermeture de 21 boulangeries. Vous avez dit en son temps, M. Adiagboni, qu'il faut faire le ménage. Dites-nous, quel est l'état des lieux aujourd'hui? Merci Monsieur De Dravo. Je l'ai dit en son temps effectivement, quand j'ai pris mandat, qu'il fallait dans un premier temps sensibiliser. Nous avons fait un état des lieux, une assemblée générale extraordinaire à l'époque. Nous n'étions pas en vase clos. Nous avons invité les importateurs de farine de blé, y compris l'autorité de tutelle, où les cadres, notamment du ministère de l'Industrie et du Commerce, sont venus justement expliquer les arrêtés qui interdisaient un certain nombre de choses que vous venez de citer. Bon, la période de sensibilisation a eu lieu. La tutelle a estimé qu'il fallait passer à une vitesse supérieure et qu'on ne pouvait pas rester éternellement dans la phase de sensibilisation, ce qui justifie la fermeture de 21 boulangeries dont j'en suis pas fier. Je ne peux pas, en tant que président, voilà, je ne peux pas être content et me réjouir du fait qu'on ait fermé la boulangerie, 21 boulangeries de mes collègues et de mes pairs. C'est pas, enfin, il n'y a aucun intérêt. Mais ceci dit, on ne peut pas s'éterniser dans cette situation-là où les mauvaises habitudes perdues, l'utilisation de produits prohibés, interdits par arrêté ministériel depuis 2008 perdus, des règles élémentaires d'hygiène perdues. Mais ceci dit, vous savez, ceux qui ont été fermés, je l'ai dit souvent, chaque fois que j'ai l'occasion, pêchent souvent par ignorance. Je ne suis pas en train de chercher à justifier les actes qu'ils ont posés, mais ils pêchent par ignorance en ce sens que, en République du Bénin, nous n'avons pas une formation diplômante de la boulangerie. Ouais, donc ceux qui opèrent dans la corporation opèrent souvent en ayant appris sur le tas. Voyez-vous, et donc si vous êtes une boulangerie et que vous n'avez pas un minimum de structuration pour former les vôtres, eh ben vous faites avec un peu avec ceux qui ont appris sur le tas, et puis ça génère un peu toutes les dérives que vous voyez en ce moment. Voilà. Les 21 boulangeries, elles sont comment aujourd'hui? C'est toujours dans l'attente bien sûr donc d'une mise aux normes.
Normalement, c'est 3 mois. Est-ce que ça a été fait une Bon, pétition? on suit, mais ce n'est pas encore achevé. C'est une mise aux normes. Tant que la mise aux normes n'est pas faite, l'autorité de tutelle se réserve le droit de ne pas autoriser la remise en activité de ces boulangeries-là. Ouais. Alors, Monsieur Adiaboni, au niveau donc, de l'ANAPEB, dont vous êtes le président d'ailleurs, vous avez donc mené des réflexions et pour une réforme structurelle et organisationnelle, bien sûr, donc, du secteur de la boulangerie. Où en sommes-nous aujourd'hui avec les réformes? Ben, ce sont ces recommandations qui nous ont donné un bout de temps pour la sensibilisation. On est rentré dans une phase un peu plus active, Bon, maintenant, une fois qu'on va passer ce cap-là, on verra où est-ce qu'on en est par rapport aux autres réformes, puisque nous avons sollicité un certain nombre de requêtes. Nous avons demandé, par exemple, que l'autorisation d'installation des boulangeries devrait être suivie un peu plus de près, puisque tout part de là. Les acteurs s'installent sans autorisation d'installation, alors qu'en République du Bénin, il est dit que pour installer une unité de production de boulangerie, il faut solliciter une autorisation de la tutelle. Quand vous prenez le cas de 2016, je ne suis pas je ne suis pas fonctionnaire d'État, je ne suis pas au ministère de l'Industrie, mais je vous donne un exemple de façon très caricaturée. Si vous prenez 2016, je suis sûr que peut-être que la tutelle a signé 2 ou 4 autorisations maximum, mais en réalité, sur le terrain, vous avez peut-être 10 ou 20 unités de production qui ont été activées. C'est une anomalie. Vous voyez. Donc, c'est un peu tout ça qu'il faut revoir. Et nous avons dit que désormais, pour une de nos requêtes, c'est de dire que lorsqu'une unité de production sollicite une autorisation d'installation, il serait nécessaire que le bureau national de l'ANAPEB soit saisi pour avis consultatif. Ça nous permet d'aider celui qui est en train d'arriver pour l'orienter dans ses idées et dans sa zone d'installation. Nous n'avons pas ambition de bloquer les installations, mais orienter celui qui arrive et orienter aussi la tutelle pour que l'ensemble des parties prenantes soient informées du fait que Paul ou Jacques a envie d'installer une boulangerie à Zogbodomé ou a envie d'installer une boulangerie à Akpakpa. Dans quel quartier à Akpakpa? On pourra lui dire, mais il y a tel et tel collègue qui sont installés. Il serait plutôt intéressant de t'installer dans tel quartier d'Akpakpa parce qu'il y a absence de boulangerie là-bas. Ou à Godomé, on a tel problème, etc. ici. Il faut accentuer ton investissement sur la pâtisserie. Donc, c'est un peu le rôle que nous devons jouer. Mais si nous ne sommes pas sollicités, évidemment, on ne peut pas orienter à la fois celui qui arrive et la tutelle. Donc, il y a ça. Nous avons demandé également qu'au niveau des prix, un effort soit fait pour que les prix soient respectés, puisque là aussi, je sais que les gens n'aiment pas beaucoup qu'on parle de prix. Quand je parle de prix, je ne suis pas en train de dire qu'il faut augmenter le prix du pain, parce que dès qu'on parle de prix, les gens se disent, ouh là là, on veut augmenter le prix du pain. Ce n'est pas de ça il s'agit, on ne veut pas augmenter le prix du pain. On demande simplement que l'arrêté 2008 soit respecté, puisqu'il y a un arrêté qui qui indique le poids du pain et le prix du pain qui est à 150 pour 210 grammes cuit. Vous sortez de votre studio, vous prenez 10 boulangeries au hasard, vous aurez à peine 1% qui respecte ce prix-là. C'est également une anomalie. Nous avons expliqué à la tutelle que s'il y a une certaine cacophonie au niveau des prix, c'est parce que les acteurs ne s'en sortent pas. Et qu'il fallait aller vers une détaxe de la TVA. Comme certains pays l'ont fait, comme le Togo est passé de 18% à 10%, comme la Côte d'Ivoire à 0%, etc., pour permettre en fait à ce que la farine de blé soit traitée comme un produit de première nécessité. Et donc permettre aux acteurs de couvrir leurs charges et de gagner, de vue de leur métier. C'est ça. Voilà. Vous savez, le mois de décembre, c'est un mois de grande consommation, puisque ce sont les fêtes, c'est justement. Qu'est-ce qui est fait justement pour rassurer les consommateurs, Monsieur le Président? Puisqu'il y aura beaucoup de pays à consommer au mois de décembre, les fêtes sont là. Non, mais je pense que faut vous rassurer quand même que bien sûr, vous savez, c'est du bon pain. Vous savez, dans toutes les corporations, il y a des brebis galeuses. Ce n'est pas propre, en fait, à la corporation du pain. Et nous travaillons à sensibiliser ces brebis galeuses-là et même à les mettre aux normes. Donc, je pense que c'est déjà une preuve de notre bonne foi et que le consommateur devrait être rassuré et savoir que de toutes les façons, la tutelle a fermé 21 boulangeries, la tutelle n'a pas fermé toutes les boulangeries. Ça voudra dire que toutes les boulangeries n'opèrent pas de la même façon et qu'il y a quand même des personnes qui font un bon travail. Donc, ils peuvent manger sereinement du pain. D'accord. Alors maintenant, parlons de la politique du pays. Vous savez, le chef de l'État, le président Patrice Talon, a bouclé 20 mois à la tête du pays depuis le 6 décembre dernier. Grosso modo, si on vous demandait donc d'apprécier sa gouvernance, que direz-vous, M. Adiaboni? Alors, vous me demandez d'apprécier la gouvernance du président Talon 20 mois. Ouais. Bon. Alors, vous êtes sûr que votre émission, c'est une émission d'1h30? je sais que c'est vous qui posez la question ici, mais 20 mois de gouvernance, écoutez, je vais essayer de résumer ça en une phrase.
peut-être pas une phrase, mais je dirais 3 points. Oui. Alors, la gouvernance du président Patrice Talon, à mon humble avis, se résume en fait en premier point. Je note beaucoup de bonne volonté. Je note de la méthode. Et je note aussi, pour finir, si vous voulez, une stratégie de diversification de l'économie nationale. Voilà en fait, selon moi, la façon dont je caractérise en fait les 20 mois de la gouvernance du président Patrice Talon. Pourquoi vous parlez de bonne volonté? Soyez beaucoup plus explicité, Monsieur le Président. Explicite, d'accord. Voilà. Bon, écoutez, j'aime beaucoup prendre les exemples, hein, donc on va y aller avec des exemples. Alors, quand je dis beaucoup de bonne volonté, je vais prendre 3 axes. Le premier point, c'est le programme d'action du gouvernement, qui, selon moi, met en exergue une volonté affichée, une ambition nourrie de changer la configuration du pays. C'est ça. On peut tous le constater, c'est une ambition, une volonté. Entre les ambitions et la réalisation, on pourra tous voir qu'est-ce qui a été fait, mais on doit quand même constater qu'il y a une volonté. Ensuite, le deuxième point, je note toujours dans la dynamique de la bonne volonté d'avancer, je note que le président Patrice Talon, dès sa prise de fonction, a fixé assez rapidement les chefs-lieux de département. Faut pas oublier que d'autres ont mis ça dans le tiroir. Donc pour moi, cela rentre dans une dynamique de bonne volonté d'avancer sur les choses, quelles que soient les frustrations, etc. Ensuite, je note également qu'il y a des prises de décision relativement impopulaires. Voyez-vous? Et ça aussi, pour moi, c'est une volonté d'avancer. On est animé de bonne volonté, ça se voit. Voilà. Après, c'est notre. Il n'est pas le populisme. Comme voilà. Après, c'est notre débat. On peut creuser les sujets, etc. Mais je constate qu'il y a une bonne volonté pour avancer. C'est un fait pour moi. Ensuite, je l'ai dit, il y a de la méthode. Voilà. Alors, quand je dis qu'il y a de la méthode, je ne suis pas en train de dire non plus. Il faut faire attention. Je ne suis pas en train de dire tout ce qui est fait est bon à 200%. Ce n'est pas mes propos, mais je note qu'il y a de la méthode. Parce que, en premier point, en termes d'exemple, je note qu'il n'y a pas de précipitation. Vous voyez, à un tel point que nous, citoyens, on a l'impression parfois que ça ne bouge pas. Mais il n'y a pas de précipitation. C'est-à-dire que les décisions sont posées, débattues, nourries, et ensuite on avance. Après, on peut faire notre débat là-dessus, mais toujours est-il qu'il n'y a pas de précipitation. Voyez-vous. Je note aussi, toujours dans la dynamique de la méthode, je note que il force de constater que les acteurs clés de la communauté financière ont tendance, en tout cas pour ce que nous voyons, appuient la dynamique du gouvernement et avancent avec le gouvernement. Et ils le disent même de façon affichée. On a reçu récemment la directrice générale du FMI qui a dit ce pourquoi il était arrivé. J'étais à la rencontre du secteur, qu'elle a faite Madame Lagarde avec le secteur privé en tant que président de la commission de l'économie et des investissements à la Chambre de commerce, dont je l'ai écouté en direct, où elle disait qu'elle est venue au Bénin pour respecter son engagement, puisqu'elle avait rencontré le chef de l'État, je crois, en 2016, septembre 2016, il me semble, selon ses propos, et qu'elle avait fait cas d'un certain nombre d'inquiétudes qu'elle avait, et le gouvernement lui avait promis, le chef de l'État lui avait promis de redresser tout ça, et qu'elle a dit que si ça se faisait, elle allait venir au Bénin, c'est ce qu'elle a fait. Et donc pour moi, c'est la preuve qu'il y a de la méthode, parce que sans méthode, on ne peut pas arriver à quitter un héritage quasiment de 4% de taux de croissance en 2016, à l'arrivée du gouvernement actuel, pour 5,6%. En 2017, Madame Lagarde a projeté, je crois, 6%. Oui. C'est utopie ou bien c'est une réalité? Non, c'est 5,6%. On est passé de 4% d'un héritage à 5,6%. Donc, disons 1,6. Et il est projeté 6%. Je pense que c'est à portée de main. Peut-être même 6,2%. Qui sait? Bon, donc ce sont des constats. C'est factuel. On note également, en dehors du FMI, qu'il y a la Banque mondiale qui appuie notamment l'ambition du gouvernement d'investir de façon massive dans l'industrie touristique. On le note, puisqu'il y a le programme Challenge Fund qui a été mis en place de commun accord avec la Banque mondiale, qui appuie et qui est prêt à financer des projets innovants dans le domaine du tourisme jusqu'à concurrence de 500 000 $. Nous parlons d'un plafond de 250 millions de francs CFA pour des idées novatrices dans le secteur du tourisme. Ce sont des faits. Vous voyez, je constate ça. Et donc, quand je constate ça, je vois bien qu'il y a de la méthode, il y a une volonté d'assainir l'environnement macroéconomique du pays. Il y a une volonté de stabiliser les agrégats économiques. Je ne suis pas en train de dire non plus que, parce que au niveau macroéconomique,
on est passé de 4% à 5,6% et qu'on envisage 6% pour 2018, que tout va bien et qu'au niveau micro, dans les paniers de la ménagère, que tout se porte bien. Ce n'est pas mes propos, mais il faut pouvoir faire la part des choses et constater ce qui est fait avant de dire qu'au niveau micro, c'est pas fait. Quand je passe au niveau d'une stratégie de diversification de l'économie nationale, je l'ai dit tantôt, vous savez, l'Afrique en général, et pas que le Bénin d'ailleurs, a un avantage et un inconvénient. Son avantage, c'est sa croissance démographique, c'est sa population jeune. On en est fiers. Mais si tout ça n'est pas canalisé, ça va devenir un inconvénient. Alors, les pays qui ont réussi à avoir un taux de croissance soutenu ont appliqué une stratégie de diversification de l'économie. Je veux dire l'île Maurice, je veux dire le Botswana, je veux dire le Rwanda. Et je constate aussi, avec notre gouvernement actuel, qu'il y a cette volonté affichée de diversifier. Nous connaissons déjà le coton. Le coton a connu certaines améliorations, mais le gouvernement ne s'est pas camponné sur le coton. Il y a le tourisme, volonté affichée de faire des investissements massifs, d'avoir une vraie industrie touristique. Je l'ai dit tantôt, j'ai donné des exemples par rapport à ça. Mais au-delà de ça, on note également une volonté de ce gouvernement-là d'aller vers, d'encourager l'innovation. Et de façon concrète, il y a le projet Semen City qui est là, qui entérine ça. Et pour moi, c'est une politique de ressources additionnelles générées par nos propres talents. Voyez-vous? Et ça veut dire aussi pour moi, c'est un signal assez fort. Parce que ça veut dire pour moi que ce gouvernement croit en ses filles et fils. Si vous êtes capable d'innover, nous accompagnons, nous appuyons, enfin, ils appuient. Et donc, pour moi, ce sont des signaux assez forts et je constate ça, en fait. Et c'est pour ça que j'ai résumé, en fait, de façon caricaturale, en fait, les 20 mois de la gouvernance Talon par ces 3 points que je viens de vous citer. Voilà. Alors, justement, le président Talon, justement, qui a fait donc de la réforme du système partisan, son cheval de bataille, vous le savez mieux que moi, monsieur Gatien Adjagboni, et tous les Béninois sont tous d'accord, sur l'urgence, bien sûr, de cette réforme du système partisan. Près de 250 partis politiques, cela montre que le Bénin est hyper fragmenté politiquement. Alors, trop de discours, on ne voit pas aller à l'essentiel. Quand est-ce que nous allons justement aller à ces réformes-là du système partisan? Puisque ça fait depuis 2 ans, bientôt 3 ans, pour ne pas dire depuis des années, qu'on parle de ce système, de cette réforme du système partisan. Il faut, enfin, je pense humblement que pour comprendre les faits aujourd'hui, il faut fouiller un peu dans l'histoire du pays. Moi, je pense que, évidemment, tous les Béninois vous diront, c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Mais au moment de passer à l'acte, vous voyez, il y a des éléments de blocage, etc., etc. Bon, moi, je trouve que c'est relativement triste, d'avoir pour 10 millions d'habitants, voire peut-être 11 millions d'habitants maximum, 250 partis politiques. Ce n'est plus, pour moi, un signe de vitalité démocratique. Non. C'est tout sauf de la vitalité. C'est-à-dire, c'est triste, c'est désolant, c'est presque dramatique d'avoir cette situation-là. Mais je dis, il faut connaître l'histoire de notre pays. Vous vous rappelez que avant le coup d'État du général Mathieu Kérékou, d'avant la Révolution, on avait 3 millions d'habitants. Enfin, je ne sais pas quel âge j'avais, mais j'ai suivi les images de l'histoire où le général Mathieu Kérékou parlait. Il dit, on a 3 millions d'habitants et 3 présidents. Voilà. C'est toute la caricature de ce dont nous parlons aujourd'hui en réalité. 3 présidents, 3 millions d'habitants. C'est une anomalie, ça. Et lui, il a mis fin à ça. Mais c'est un peu dans nos gènes encore. 250 partis politiques. Et pour la petite anecdote, j'étais dans un déplacement pour la Chambre de commerce il y a quelques mois. Oui. Et il y avait beaucoup d'étrangers. Et donc, chacun se présentait. Et je me suis présenté, Gatien Adjagboni, je viens du Bénin, etc. Et puis il y a un Chinois qui dit, ah, moi je connais le Bénin. C'est un petit pays avec beaucoup de chefs. C'est ça. Vous voyez un peu? lui, sa caricature du Bénin, c'est ça. Petit pays, beaucoup de chefs. Alors, tout le monde est chef, en fait. Et donc, c'est difficile. Donc, la réforme du système partisan, on est tous d'accord pour dire c'est utile, c'est nécessaire, parce que sinon, on ne va plus être le quartier latin, la tête pensante de la démocratie en Afrique, etc. On va tomber très bas. Donc, il urge d'avancer sur ça. Et je pense quand même qu'au regard de tout ce que nous suivons dans le pays, il y a une volonté encore d'aller vers ces réformes. On va espérer tous que ça puisse aboutir. Voilà ce que je peux dire. Et puis, l'autre chose, c'est qu'il faut savoir, du point de vue du secteur privé, si cette réforme ne se fait pas, ce n'est pas propice pour les affaires. Parce que on remarque de façon contradictoire que dans certains pays, je ne citerai pas le nom du pays, mais il y a des pays qui sont taxés de pays dictateurs. Mais quand vous allez dans ces pays-là, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup d'investissements privés.
Parce que le secteur privé aime ce qui rassure. Le secteur privé, c'est pas que le secteur privé aime la dictature, mais le secteur privé aime ce qui est cohérent, le système qui est connu. Alors, quand vous avez 250 partis politiques, ça ne rassure personne. C'est une cacophonie organisée, ça. Ça ne rassure personne du tout. Donc, on a besoin d'avoir 2, 3, 4 blocs politiques dont on connaît les principes, on sait comment ça fonctionne, et là, tout ça, ça rassure en fait le secteur privé. Voilà ce que je peux dire sur la nécessité de réformer le système partisan. Tout à fait. Alors, Monsieur Gassé Adjaboni, vous le savez mieux que moi, le Bénin est gangréné par la corruption. C'est vrai que il y a des initiatives qui sont prises pour mettre fin donc à ces fléaux. Ça se multiplie donc depuis quelques années, mais actuellement, le gouvernement du nouveau départ, avec à sa tête le président Patrice Talon, est en train donc de déclarer la guerre donc aux fossoyeurs de l'économie nationale. Alors, le président a-t-il les coups de franche pour aller jusqu'au bout, selon vous? Est-ce qu'il a les coups de franche? Je pense qu'il agit déjà. Donc, est-ce que d'ici 2 mois, 3 mois avec les élections, il ne faut pas baisser les bras, selon vous? Bon, enfin, je peux pas répondre à sa place, mais bon, oui. pour le peu que nous observons, je pense que ça m'étonnerait qu'il baisse les bras pour ce que nous observons. Donc voilà ce que je peux dire. Alors justement, on entend également le nouveau classement de Transparency International, le rapport de 2017 qui sera dévoilé en janvier 2018 pour mieux apprécier donc la lutte contre la corruption dans notre pays. Mais je rappelle, M. Adjaboni, que le Bénin était classé 95e sur 176 pays il y a de cela 1 an. Donc vous comprenez que l'on ne doit pas baisser effectivement les bras pour la lutte contre la corruption. Et j'espère que d'ici janvier, on aura un meilleur classement. Bah, il faut espérer. Je vous l'ai dit tantôt qu'il y a une volonté d'assainissement de l'environnement macroéconomique. Tout ça, ça contribue en fait. Parlons maintenant, monsieur, des faux médicaments. Vous savez, ça fait partie également de la lutte contre la corruption. Le gouvernement avait envoyé un signal fort aux trafiquants fin février dernier. Malheureusement, le député Atao Mohamed Renouho a été pris la main dans le sac il y a de cela quelques jours. Plusieurs tonnes de faux médicaments ont été découverts justement chez lui. Alors, quelle a été votre réaction quand vous avez appris la nouvelle d'abord? Bon, écoutez, sur ces sujets, je pense qu'il faudrait qu'on sache déjà raison garder. Il faut laisser le pouvoir central qui a déclenché une procédure aller jusqu'au bout. Il faut laisser la justice qui, en fait, quand je dis, c'est la justice qui est en train d'exécuter une procédure. Laissons la justice aller jusqu'au bout. Je vais me garder de faire beaucoup de commentaires. Jusque la nouvelle génération que nous sommes, on est un peu perplexe, un peu perdu dans tout ça, puisque nous avons vocation à avancer sur un certain nombre de choses. Nous sommes secteur privé, nous ambitionnons en fait d'imprimer notre dynamique dans la gestion de la cité, chacun d'entre nous. Donc quand on observe ça, nos aînés, on ne comprend pas très bien. Donc je vais pour le moment m'abstenir de faire beaucoup de commentaires, mais j'attends de voir l'issue de tout ce qui est en cours avec la justice et des procédures en cours. Oui, mais justement, on a suivi Maître Alfred Bokovo, son avocat sur Radio France Internationale. Il disait que le député Atao Mohamed Renouho est dans une activité licite et parce que ce dernier est détenteur de certificats donc de mise en consommation délivrés par la Direction générale, la Direction nationale des pharmacies donc du Bénin. Alors, il se justifie. C'est là où on n'a pas compris. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de têtes vont tomber après. Non, c'est pour ça que je dis, je m'abstiens un peu d'aller trop en profondeur parce que j'ai entendu ce que vous dites également, mais j'ai aussi entendu les pharmaciens se prononcer, qui je pense qui sont des voix autorisées, en l'occurrence dans ce domaine-là. Bon, il y a des lois qui ont été votées à l'Assemblée nationale et les députés ont voté un certain nombre de choses et tout ça, donc je suis un peu perdu dans tout ça et je ne comprends pas bien et c'est pour ça que je souhaite attendre un peu afin que l'ensemble des parties prenantes aillent jusqu'au bout et ensuite on pourra mieux se prononcer sur ces sujets-là. Voilà. Alors, monsieur Gassé Adjaboni, quand je vous écoute, je retiens la bonne volonté et la méthode de gestion qui caractérise bien sûr donc la stratégie de diversification de l'économie. Exactement. Alors, comment se fait-il que des ténors politiques, nous allons écouter tout à l'heure Nicéphore Soglo par rapport à cette question, parce qu'il a critiqué donc la gestion du président Patrice Talon. Avant de vous laisser donc la parole, nous allons réécouter l'ancien chef de l'État, Nicéphore Soglo. L'an dernier, de retour de France, après notre habituel contrôle médical, nous sommes, mon épouse et moi, tombés dans la rocambolesque affaire Adjavon.
le président du patronat béninois avait commis un an plus tôt l'imprudence d'accorder ses voix pour assurer l'élection du candidat Talon. S'il avait fait le choix inverse, le président du Bénin s'appellerait aujourd'hui le Lionel Zinsou, qui prétendait que l'Afrique appartient à l'Europe comme père. Et voilà le président Adjabou, brutalement mis aux arrêts et jeté en prison pour une sombre affaire de trafic de cocaïne. C'est moi qui vous avais dit, à la veille de ces élections, que la France-Afrique ne nous laissait le choix contre la peste et le choléra, ce qui risquait de faire le lit de Boko Haram. Fallait-il s'abstenir? J'ai perdu mon pari. Je bats ma poule et je fais pénitence. Voilà, donc un extrait de la conférence de presse de l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, qui se dit dessus et qui présente même des excuses au candidat Lionel Zinsou. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration du président Soglo? Monsieur de Dravo, bon, je vais vous dire ce que je pense. Déjà, on est déçu par rapport à des attentes. Je ne suis pas dans le secret des accords politiques entre le président Soglo et le actuel président Talon au cours de la campagne. Donc peut-être qu'il y avait des accords et des attentes qui gênaient une déception. Bon, donc je ne suis pas dans ces secrets. Donc j'aurai également du mal à bien me prononcer puisque je ne suis pas dans les secrets. Cependant, le président Soglo est un président que je respecte particulièrement. Pourquoi? Parce que il a dirigé notre pays dans une, disons, période une période particulière, c'est-à-dire d'après la conférence nationale, la période d'après la conférence nationale. Donc, je respecte beaucoup ce monsieur qui a été notre président et qui, pour nous, nouvelle génération, représente un peu les ténors, des piliers politiques du pays. Bon, donc là où en fait, je suis un peu gêné. Vous savez, je dirige un cabinet d'études aussi, en dehors de l'activité industrielle. Et je vais faire un peu ce que nous faisons dans les études. Nous partons des faits avant de faire des analyses. Et donc, sur des faits, j'ai entendu comme vous, le président Soglo expliquer qu'il a fait campagne, etc. Il a fait des choix que nous avons tous suivis et écoutés d'ailleurs. Et aujourd'hui, il explique que c'est une erreur, etc. Bon. On le constate aussi. Mais pour nous, pour la nouvelle génération que nous représentons, nous sommes un peu perplexes également parce que si ces ténors-là, que nous respectons, s'engagent dans des postures données et que nous suivons, aujourd'hui disent qu'ils ont fait des erreurs, la seule question qui me vient à l'esprit, et là encore je dis, ce ne sont pas des conclusions. Je fais juste une réflexion à haute voix. Est-ce que ils ne sont pas en train de faire encore des erreurs? Puisque par le passé, il y a eu des erreurs qu'on vient découvrir, puisque c'est lui qui le dit. Est-ce que là, maintenant, ce n'est pas également une erreur? Est-ce que dans un an, ou en 2018, il va pas me dire, j'avais fait une erreur quand je disais que... Bon, donc, on est un peu perplexe. Je ne dis pas que, je ne suis pas en train de dire que c'est ça. Je dis, on a le devoir de se poser des questions, puisque quand on les suit, après, on nous dit c'est des erreurs. Donc, nous, on ne sait plus trop, en fait. Et dans la même dynamique, quand je continue, je fais le même exercice que nous faisons en études, en fait, quand on fait des analyses stratégiques. Quand je sors de ce cas-là, j'ai pu noter également que certains ministres se sont désolidarisés de la gouvernance du président Talon, certainement parce que ils ont fait aussi des erreurs, peut-être, je n'en sais rien. Donc, quand on observe tout ça, la nouvelle génération est interpellée. Et c'est pour ça, justement, que entre nous avons dit, on peut servir la communauté autrement, parce que on commence à être inquiet par rapport aux recommandations de nos aînés, que nous aimons bien. Vous voyez un peu? Et quand vous laissez même, parce que pour faire des constats relativement équilibrés, quand vous laissez les deux cas que je viens de citer, et que vous prenez même des personnes qui n'ont pas soutenu le président Talon, qui sont aussi des ténors politiques, il y en a deux au moins dont je tais les noms au cours de la campagne, force est de constater que leur candidat a été candidat malheureux. Donc, globalement, on se dit, mais nos aînés, il y a beaucoup d'erreurs, donc nous on ne sait plus trop. Et aujourd'hui, est-ce qu'il faut lancer la pierre au président Patrice Talon ou à qui est-ce qu'on lance la pierre? Est-ce que c'est au président Patrice Talon? Est-ce que c'est à ceux-là qui l'ont porté et que nous avons suivi? Finalement, qu'est-ce que nous on fait dans tout ça, nouvelle génération? Donc nous, on préfère faire une réflexion à froid
et de se dire, de toutes les façons, nos aînés sont en train de faire leur démarche, la nouvelle génération doit aussi faire un effort pour imprimer sa signature, sa dynamique dans cet environnement-là. Voilà ce que je peux dire. Donc, je ne vais pas trancher pour dire, le président Soglo a dit ça, c'est pas possible. Non, mes propos ne vont pas être ça. Mes propos seront de faire une réflexion et de constater que il y a des erreurs faites, il y a des décisions, on dit c'est une erreur, on s'excuse, etc. Est-ce que demain, on va pas nous dire ce qu'on nous dit aujourd'hui là, c'est pas une erreur aussi. Donc nous on préfère imprimer notre dynamique et tracer notre chemin. C'est une erreur également pour vous, le fait que le président Soglo, il y a eu également d'autres députés qui sont allés au domicile du député Ottawa, Mohamed Rimou, par rapport à cette lutte contre les faux médicaments, puisqu'ils étaient surpris également de voir un peu des cartons au lendemain, monsieur, de leur visite chez le député. Est-ce que c'est une erreur également selon vous? Non, moi je me suis prononcé sur les propos du président Soglo que vous venez de passer. Maintenant, je pense que Paul... Lui aussi, il était au domicile du député. Je pense que chacun est libre d'aller là où il veut dans le pays. Chacun est libre de visiter qui il veut. Enfin, est-ce que c'est une erreur ou pas? Je vais pas me prononcer là-dessus. Chacun est libre d'aller là où il veut. C'est l'histoire des faux médicaments est en instance. Je crois la justice a déclenché une procédure. Laissons la justice aller jusqu'au bout et on avisera tous. On pourra tous se prononcer beaucoup plus sereinement sur les tenants et les aboutissants de ce dossier. Voilà. Monsieur Djabouni, vous êtes le président de la commission de l'économie et des investissements à la CCIB. Madame la directrice générale du FMI, vous l'avez si bien dit, est allée vous visiter donc à la CCIB. Madame Christine Lagarde qui reste très optimiste et quant aux perspectives économiques du Bénin. Mais beaucoup pensent que le gouvernement ne fait pas du social. Vous qui êtes souvent au contact des populations, le panier de la ménagère est comment aujourd'hui? Non, le panier de la ménagère ne se porte pas bien du tout. C'est quoi que c'est une évidence. Vous savez, je dirige un certain nombre d'activités et notamment quand je prends le cas du pain, c'est sûr, je reçois les reportings hebdomadaires de ma directrice générale et je vois bien que le client qui achetait 6 baguettes pour la famille achète toujours du pain pour la maison, mais il prend 3 baguettes. Donc, évidemment, il a ramené du pain à la maison. Il a baissé son niveau d'achat. Ouais. Et donc, on le constate, ça. Le panier de la ménagère ne se porte pas bien. Et je l'ai dit dans mes propos de départ. J'ai dit, attention, c'est pas parce que les agrégats macroéconomiques se portent bien, enfin, sont dans une bonne dynamique au niveau macroéconomique, au niveau micro, ça se passe bien. Mais il faut pas mélanger les choses. Il faut quand même reconnaître ce qui est en train d'être fait et voir comment est-ce qu'on peut améliorer le reste. Quand est-ce que le panier de la ménagère sera bonifié? Et je pense qu'avec l'ensemble des actions en cours, il y a des chances que ça soit bonifié, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Le panier de la ménagère ne se porte pas bien. C'est un fait. Voilà. Alors, on annonce, c'est vrai, un taux de croissance de 6% pour l'année prochaine. Mais vous avez parlé de social. Tout à fait, le social. Est-ce que le gouvernement doit faire un effort par rapport sur le volet social? Au niveau du social, il faut reconnaître que on n'en fera jamais assez pour le social, jamais assez. Mais j'entends aussi de part et d'autre qu'on dit le gouvernement ne fait pas du social. Il faut pas qu'on fasse de l'amalgame entre faire un rang aux populations et les distribuer 10 000, 5 000, 5 000. Ce n'est pas ça du social. Et je pèse mes mots. Ça, c'est pas du social. Par contre, je dis, on ne fera jamais assez de social. Donc, je ne suis pas en train de dire que le gouvernement actuel fait tellement du social que c'est fini, il n'y a plus rien à faire. C'est pas mes propos. Mais il faut quand même constater qu'il y a des choses qui sont faites. Tout n'est pas parfait, mais il y a des choses qui sont faites. Quand je prends le cas du microcrédit, ok, c'est vrai que entre-temps le microcrédit a été un peu stoppé pour faire, selon le gouvernement, un bilan, mais le microcrédit a été relancé. Et aujourd'hui, les montants de base sont de 50 000 et j'ai cru entendre le ministre Adidjatou Matisse qui a même donné des consignes comme quoi, quand il y a des taux de remboursement intéressants, que le microcrédit peut aller à 100 000. C'est quelque chose d'appréciable, puisque moi qui suis tout le temps dans les quartiers avec les femmes, avec les artisans qui réclament ça, je pense que c'est une bonne chose. J'ai pu constater également que toujours sur le microcrédit, il y a une touche particulière que le gouvernement a rajoutée, qui est Arche, le projet Arche, qui intègre assurance maladie, formation, microcrédit et assurance retraite. J'ai pu constater ça. J'ai pu constater aussi qu'il y a le projet Béné Taxi. Qui induit un certain nombre d'emplois.
Hein, c'est pas totalement du social, mais c'est une forme quand même de social. Voyez-vous, donc c'est créer des emplois par de nouveaux segments. Je salue ça. Je note également qu'il y a le projet emploi des jeunes lancé en 2014, mais qui aujourd'hui a pris un coup d'accélérateur. Hein, il s'agit d'impacter 17 000 jeunes artisans, transformateurs agricoles et autres acteurs du domaine touristique. Hein, ça, je l'ai dit tantôt. Donc, tout ça, c'est des choses que je constate. Je constate aussi qu'il y a la subvention pour la scolarité des filles dans les collèges publics. Ça existait, mais c'est devenu, enfin, ça existait de façon un peu virtuelle, mais c'est devenu une réalité. C'est une mesure qui date de 2008, mais depuis le gouvernement n'avait pas entièrement libéré les subventions. Cette année, non seulement le gouvernement a versé la totalité de la subvention, mais en plus, il a remboursé pour l'année dernière. Donc, je pense qu'il y a des choses qui se font quand même, qu'il faut saluer. Vous savez également, comme moi, qu'il y a la subvention des cantines scolaires. Et ça a été confié carrément au programme alimentaire mondial pour une meilleure gestion. Parce que ça aussi, ça existait de façon virtuelle. Je le constate, hein, je ne suis pas en train de tirer les conclusions. Je constate ce qui est fait. Je constate que les opérations de crédit du FNPEJ se sont poursuivies d'avril 2016 à juin 2017, je le constate. Ainsi, sur cette période, 192 primo-entrepreneurs financés, dont 35 femmes, ont bénéficié de financement pour l'installation de leurs unités de production, pour un montant total de 500 et quelques millions. Donc, je constate ça. C'est pas des conclusions. Je constate. Je constate que il y a des améliorations, il y a une amélioration sensible de la sécurité publique dans le pays. Vous savez, je suis acteur du secteur privé. Oui. Et c'est la première fois, je vous l'ai dit, c'est une anecdote, c'est la première fois en 11 ans d'activité économique que j'ai reçu cette année la visite de la police. Alors, j'ai eu la visite de 3 policiers qui ont débarqué dans mon entreprise. Ah oui. Ah oui, qu'est-ce qui se passe? La police, mes collègues, monsieur, la police est là. La police, vous faites quoi? Ils demandent d'avoir un responsable. Je les reçois dans mon bureau. Ils me disent, bonjour monsieur, c'est vous le DG. Ok, bonjour. Ils se présentent. Non, on est venu vous donner des conseils pour les fins d'année. Mais je n'ai jamais vu ça des conseils. Non, pour la gestion du cash, la gestion de ceci, l'organisation, la période des fêtes est une période un peu sensible. Donc, ils sont venus nous donner des conseils pour bien passer la période des fêtes au niveau des recettes, etc. Moi, je n'ai jamais vu une police comme ça. Et donc, je ne suis pas en train de dire que tout est parfait dans le meilleur des mondes, mais je constate qu'il y a une volonté d'améliorer les choses. Et une police qui donne des conseils, je salue ça. Ils ne sont pas venus rançonner, ils sont venus donner des conseils et ils sont repartis. Voilà ce que je constate. Je constate que la capacité de fourniture de l'eau potable à Parakou a été augmentée pour passer de 6 à 9 millions de litres par jour. Je constate. Voilà. Donc, voilà ce que je constate. Et donc, quand on me dit qu'il n'y a pas du tout du social, je dis il faut faire attention à l'amalgame entre fait, le rang et décider SMSM, comme nous l'avons souvent vu, et la réalité des faits. Là aussi, au-delà de tout ça, le palais de la ménagère ne se porte toujours pas bien. Je l'ai dit. Ça ne se porte pas bien. Quand je prends en compte le bulletin d'information économique de la Chambre de commerce, puisque je le reçois en tant que président de la Commission de l'économie et des investissements, je constate que sur le trimestre juillet, août, septembre, ce bulletin d'information économique nous explique et notifie que sur un certain nombre de panels d'entreprises auditées, par exemple, 13% disent que les chiffres d'affaires ont connu un accroissement, 34% disent que le chiffre d'affaires a stagné et 52% disent que le chiffre d'affaires a régressé. Et donc, ça veut dire que ça ne va pas bien. Puisque 52%, c'est une tendance à 2 chiffres et 52%. Quand vous prenez ces 52%, même plus les 34%, ça veut dire que globalement, ça ne bouge pas. Et donc, on n'est pas content du panel de la ménagère. Mais ça ne nous empêche pas de constater ce qui est fait. Il ne faut pas faire d'amalgame. Voilà mes propos. Voilà. Sylvain, vous donnez combien au gouvernement alors? Avec tout ce que vous avez cité là. Non, on ne va pas se lancer dans les notations. On ne va pas se lancer dans ça. Monsieur Adiaboni, beaucoup reste à faire. Tout à fait, c'est vrai. On vous voit souvent agir sur le creuset Michité avec comme slogan servir autrement la communauté. De quoi s'agit-il exactement? Servir autrement la communauté, oui, c'est la nouvelle dynamique, c'est notre nouvelle dynamique en tout cas, la génération avec laquelle je discute. Servir autrement la communauté est juste un appel citoyen qui est parti d'un constat. Ce constat est que nos citoyens pensons souvent que la gestion de la cité est uniquement du ressort des politiques. Oui, c'est vrai, c'est du ressort des politiques, mais nous estimons aussi que c'est du ressort du citoyen lambda. Voilà. Vous êtes journaliste, je suis chef d'entreprise, nous pouvons impacter positivement les changements
dans notre communauté. Voilà, c'est tout. C'est aussi basique que ça. Nous ne voulons pas attendre forcément à 200% les politiques avant d'agir positivement, avant d'encourager les initiatives que nous estimons pouvant impacter positivement la vie de nos citoyens. Et donc, nous agissons dans notre position enfin, comme nous pouvons, voilà. Je l'avais dit tantôt, vous êtes donc avec les populations au contact permanent avec la population. On vous a vu aux côtés des handicapés également. Voilà une couche de la population qui a besoin d'une attention particulière. Tout à fait. C'est quoi le problème? Est-ce que vous allez les remonter le moral? C'est ça ou il y a... J'ai été à leur contact. De toute façon, je vais au contact des populations de plus en plus depuis cette année. Donc, dans mon agenda de travail, j'avais prévu également aller vers cette couche-là. Ce que j'ai fait au cours de la journée internationale des handicapés, on a pu avec eux échanger sur un certain nombre de choses, sur des éléments de frustration. Ce sont des personnes qui sont exactement comme nous. Ils ont beaucoup de bonne volonté, ils n'ont pas envie de quémander de l'argent dans les feux, etc. au bord des voies, ils ne veulent pas. Ils ont envie de travailler. Et donc j'avais besoin en fait d'échanger avec eux directement. J'aime bien aller au contact des personnes. J'aime bien discuter directement depuis la source pour me faire ma propre idée. Il n'y a pas quelque chose qui se cache derrière justement cette quelque chose qui se cache derrière. Non, on connaît la société civile qui se transforme en politique. Déjà laissez-moi au bout de mon idée. Donc j'ai fait cette rencontre avec les handicapés et j'ai effectivement vu, comme je vous l'ai dit, qu'ils sont très motivés. Et donc là j'ai lancé le lundi dernier une formation pour des personnes en difficulté, notamment des jeunes femmes, beaucoup de jeunes femmes dans les quartiers de Cotonou. Je crois on a à peu près 6 ou 7 arrondissements qui ont choisi, enfin des groupements de femmes ont identifié des jeunes femmes en difficulté à la maison, au chômage, sans emploi, sans diplôme, etc. Nous avons lancé une formation sur la restauration, l'hôtellerie et la décoration d'événements. Vous savez, beaucoup de femmes savent préparer, évidemment, mais préparer pour 500 000 personnes, donc investir, satisfaire le client et se faire une marge, c'est pas toujours évident. Donc, on va former ces jeunes femmes à la restauration et les aider à obtenir des services traiteurs des marchés et voilà. Pareil, l'hôtellerie, on a parlé de tourisme tout à l'heure. Et donc, ce que chacun peut faire à son niveau, il le fait. On a un gouvernement qui a une volonté de développer une industrie touristique, donc ça veut dire qu'il y a une main-d'œuvre derrière qu'il faut. Voilà. Donc nous formons des jeunes femmes à l'hôtellerie, etc., l'exploitation, gestion de l'hôtel, etc., les chambres et tout, décoration d'événements, un mariage, décorer la voiture, les salles de fête, etc. Ça, ce sont des choses qui conduisent les femmes à l'auto-emploi directement. Mais ce qui est intéressant par rapport aux handicapés, nous faisons une formation mixte, puisque vous parlez des handicapés. Donc nous avons 2 handicapés et on a exactement 44 personnes qui sont dans la première vague de formation, dont 2 handicapés. Et chaque fois, on va intégrer des handicapés. Donc c'est pas, on ne fait pas une formation à part pour les handicapés, une formation à part pour les autres. On fait une formation mixte, vous voyez, pour montrer que nous sommes tous les mêmes et nous pouvons faire les mêmes choses. Donc voilà ce que je peux dire sur le... Voilà, votre envie, c'est pas pour faire tomber rapidement les 2 points dans la politique? Les 2 pieds dans la politique, non. Je sais pas. Je dis servir autrement la communauté, c'est agir partout, enfin, dans chaque fois que nous pouvons inciter les changements qualitatifs. Si c'est ça que vous appelez la politique, donc on va utiliser ce terme-là. Je ne sais pas si c'est ça qu'on appelle la politique. Mais je ne suis pas. Enfin, vous ne le faites pas pour les beaux yeux quand même des populations, c'est vrai. Vous êtes décidé à les aider. Mais vous savez que moi, c'est peut-être parce que vous m'apercevez maintenant que vous me voyez maintenant. Mais sinon, pendant très longtemps, il y a des actes qui ont été posés, mais... C'est vrai que ça n'a pas été facile de vous voir et de vous inviter dans ce studio, puisque d'abord on vous remercie, puisque Merci. Vous avez un petit peu plus de 12 mois refusé de parler sur les chaînes de radio, mais je crois que Océan FM a eu cette exclusivité donc de vous inviter, surtout pour parler bien sûr de l'économie du pays. C'est vrai, on vous a vu également organiser des formations à l'intention des artisans. Vous avez dit tout à l'heure, vous étiez également sur le campus d'Abomey-Calavi avec les étudiants, surtout. Oui. Alors, c'est quoi le problème des étudiants? Le rectorat de l'université d'Abomey-Calavi m'a sollicité pour être le parrain de 100 jeunes volontaires qui ont envie d'entreprendre.
notamment en tête le professeur Ogouale, qui est responsable du projet du volontariat sur le campus, avec le responsable des étudiants, monsieur Yves Kwekpede. Donc j'ai été approché par eux, j'ai reçu un mandat que j'ai accepté d'accompagner 100 jeunes volontaires qui veulent entreprendre. Alors, il s'agit concrètement de quoi? Mon rôle, c'est de faire en sorte que ces 100 jeunes volontaires qui veulent entreprendre puissent bien monter leur dossier de demande de financement. Je dois également faire du coaching de façon individuelle pour chacun d'entre eux, pour m'assurer que les dossiers sont bien montés, que les informations y sont. Une fois que tout ça c'est fait, je dois les assister, afin qu'ils obtiennent chacun un minimum de 4 millions, voire 5 millions pour le financement de leur projet. Donc ça c'est, voilà, fois 100. C'est un peu ça. Donc c'est encourager l'auto-emploi et l'entrepreneuriat dans notre pays. Je pense que les volontaires sont... Enfin, j'ai accepté le mandat parce que les volontaires sont dans un état d'esprit qui me plaît, que j'aime bien. Puisque c'est des gens qui font du don de soi, qui ont appris à servir les autres sans attendre une rémunération derrière. Donc, ils ont été formatés d'une certaine façon et je pense que ils peuvent effectivement réussir en entrepreneuriat. Notre devoir, c'est de faire en sorte qu'il y ait beaucoup d'entrepreneurs, il y a beaucoup de jeunes qui vont sur le terrain de l'auto-emploi parce qu'aujourd'hui, on est tous unanimes pour dire que le secteur public, le public ne peut pas embaucher tout le monde et il est important que chaque jeune aille sur son idée d'entreprise et avance. Voilà. Est-ce que vous êtes sollicité par les leaders politiques? Parce que quand on voit un peu votre engagement, on a envie de vous voir sur les listes des élections à venir. Ou bien vous-même, vous serez candidat aux élections. C'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Ou bien vous-même, vous allez créer votre parti politique comme... non, mais on parle de réforme du système partisan. On est déjà à 250. Les gens continuent d'en créer. C'est ça qui est paradoxal dans ce pays. Peut-être qu'on va arriver à 500 bientôt, je n'en sais rien. Ou on va arriver à chaque Béninois un parti politique. Qui sait? Bon, donc... vous n'êtes pas dans ce schéma. Non, moi, je vous ai dit, servir autrement la communauté, c'est une pensée, c'est une volonté de servir autrement, d'imprimer la dynamique de la nouvelle génération dans la gestion de la cité, ce que nous faisons déjà. Donc, pour le moment, en tout cas, l'ordre du jour, il n'est pas question de créer un parti politique. En tout cas, avec mes collègues avec lesquels je travaille, ce n'est pas l'ordre du jour. Pour le moment, on reste camponné sur notre façon de faire, sur notre vision, et on verra là où ça nous amène. Beaucoup pensent que vous êtes en mission pour telle personne, puisqu'on vous appelle également Monsieur Ravip. Ah, alors, c'est quoi ça? Non, c'est une caricature. Oui. Vous voyez, je dis, quand il y a un élément, un changement qualitatif, nous devons l'appuyer. Nous n'avons pas besoin de savoir la couleur de Paul ou de Jacques, nous l'appuyons. Moi, j'estime que le RAVIP est un bel outil de développement. Pourquoi? Et c'est pour ça que j'ai dû faire ma tournée que vous avez certainement vue sur les réseaux sociaux, où j'ai été à la rencontre de beaucoup de femmes dans les quartiers de Cotonou, parce qu'il y avait une certaine intoxication, une campagne d'intoxication sur le RAVIP, etc., qui n'avait rien à voir avec la réalité. J'ai expliqué ce que j'ai dit aux femmes, je vais vous dire. J'ai expliqué à ces dames que la LEPI, par exemple, elles ont la LEPI, mais les étrangers qui sont dans les quartiers n'ont pas la LEPI parce qu'ils ne peuvent pas voter, les étrangers. Bon. Mais le RAVIP permet de recenser tout le monde. Vous voyez, c'est pas un outil de propagande électorale. Non. Elle permet de recenser tout le monde. Mais le fait de recenser tout le monde permet quoi? C'est d'abord ça qu'il faut savoir. Ça permet de dire, par exemple, si vous êtes à la tête du pays, on a un président qui est là, on a un gouvernement. Alors, le gouvernement a besoin de dire, moi, je veux investir, je dis n'importe quoi, je caricature. Moi, je veux construire 10 hôpitaux en 2 ans ou en 1 an. Bon. Alors, où est-ce que je mets les hôpitaux dans Cotonou? Où est-ce que je mets les hôpitaux sur le territoire? Mais le fait d'avoir la densité de la population permet de faire des choix judicieux. C'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si je prends un quartier X, je prends Bégamé, et à Akbakba, par exemple, où je prends Bégamé et Segbeya. Et je dis, à Bégamé, je dis n'importe quoi, c'est des chiffres pris au hasard. Bégamé, j'ai 11 000 habitants. Le deuxième quartier, j'ai 2000 habitants. Je dis n'importe quoi, c'est pas des chiffres vérifiés. Alors, donc, je peux trancher. Où est-ce que je mets, où est-ce que je construis l'hôpital? Est-ce que c'est Bégamé, là où il y a 11 000, ou est-ce que c'est là où il y a 2000? Si c'est à Segbeya qui a 2000, le choix est vite fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc,
c'est ça l'outil de développement. Ça permet, c'est un outil d'aide à la décision. Ça permet de voir clair, de voir les concentrations de population et d'orienter toute la politique d'investissement dans le pays. Ouais. Donc quand les femmes comprennent ça, eh bien évidemment, vous avez vu après, on s'est retrouvés un samedi 4 septembre à la place du Gaïa. On est partis tous ensemble faire le Rabip. Voilà, c'est tout. Donc c'est peut-être pour ça qu'on me taxe de Monsieur Rabip, mais bon. C'est vrai que certains se plaignent de l'inexistence des équipements. D'autres disent que le remplissage des fiches des témoignages est harassant. Bref, il y a quelques petits soucis sur le terrain. Est-ce que vous arrivez quand même à parler donc aux organisateurs pour qu'ils revoient un peu la stratégie? Bon, disons. Nous, on ne s'implique pas trop, hein. C'est-à-dire que quand on estime qu'il faut appuyer quelque chose, on l'appuie et puis après on laisse les autorités faire leur travail. Mais ce qui est sûr, on a remonté à qui de droit que il n'y avait pas assez de kits. Et qu'il fallait corriger, puisque nous devons faire des recommandations aussi. Donc, on l'a dit qu'il n'y a pas assez de kits, dont les populations souffrent un peu pour se faire recenser. Il y a des populations qui m'ont contacté et qui sont pleins pour dire oui, mais on fait le rang de 9h à 16h pour se faire recenser. Et donc, c'est un peu pénible. Donc, la multiplication des kits est nécessaire. On l'a dit et on a remonté les recommandations. La décision de la Cour constitutionnelle n'a rien à voir avec le RAVIP, puisque vous savez, elle a assommé, autant pour moi, la Cour constitutionnelle, l'Assemblée nationale, donc de désigner rapidement donc les membres pour le COSLEPI. Votre appréciation par rapport à ça? Donc votre question, c'est de demander est-ce que la décision de la Cour n'a rien à voir avec le RAVIP, hein? Beaucoup de gens pensent que le RAVIP c'est pour les élections, voilà, en 2021 où il y a tellement de choses qui se disent. Non, mais je sais que ici c'est vous qui posez les questions, mais je pense que cette question il faut la poser à la Cour. À la Cour constitutionnelle. On peut toujours interpréter les décisions de la Cour, justement. Il y a mille et une manières d'interpréter les décisions de la Cour. Non, mais est-ce que la Cour a... Parce que nous sommes champions aussi, nous sommes champions dans les interprétations. Vous savez, au Bénin, on aime interpréter, chacun, on a 10 000 interprétations. Moi, je m'en tiens à une décision. Hein, la Cour a demandé, a donné une orientation. Bon, on va s'en tenir à ça. Je ne veux pas, j'ai pas envie de dire oui, la Cour a dit ça, donc ceci, etc. Non, je ne suis pas à la place de la Cour. Donc voilà, je constate comme vous la décision de la Cour et je prends cette décision comme telle. Dans 2 minutes, il sera 10h dans les studios de Océan FM, mais également sur Urban FM à Parakou. Nous allons rapidement 2 questions avant donc d'ouvrir l'antenne pour les auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Alors, vous mettez aussi vous avez mis l'accent beaucoup plus sur l'entrepreneuriat et les mécanismes de financement. C'est ça qui tue et les jeunes aujourd'hui, vous l'avez si bien dit, le financement. Est-ce que de temps en temps, quand vous sortez, en dehors des étudiants, les artisans, parce qu'il y a beaucoup d'artisans qui posent, qui interviennent sur ces antennes, c'est vrai que vous faites déjà beaucoup, mais est-ce qu'on ne peut pas demander peut-être au gouvernement de prendre beaucoup plus au sérieux, entre griffes, ces artisans-là qui chaque fois se plaignent sur le fait qu'ils n'ont pas de financement? Bien sûr. J'ai échangé sur ces aspects-là avec les artisans, effectivement. Il m'est arrivé, je pense, en 3 semaines, en continu, de recevoir des groupements d'artisans de tous les quartiers, tous les jours à 19h. Non-stop, tous les jours. Et j'ai pu justement toucher du doigt cette problématique-là. Le vrai problème des artisans, c'est que pour le montage des dossiers, ils ne s'en sortent pas. Donc ça, j'en ai parlé, parce que j'ai rencontré le directeur général du FNPEJ, d'alors, Monsieur Modeste Kérékou. J'ai demandé une audience, il m'a reçu, pour justement échanger de ces problématiques avec lui par rapport aux jeunes et aux artisans. Mais j'avais découvert un directeur général du FNPEJ très ouvert et très soucieux justement du financement des jeunes et des artisans, puisque le FNPEJ, vous savez, finance à la fois des activités dans le tourisme, dans l'agro-business et dans l'artisanat. Yes. Et la préoccupation des artisans, c'est que on demande à une couturière ou à un couturier de monter un dossier. Bon, donc elle n'a pas un niveau d'éducation qui lui permette de faire, mais elle sait très bien faire son travail. Elle sait très bien faire sa couture, etc. Donc ça, nous sommes en train de, mais, en tout cas, en ce qui me concerne, ce que je peux faire à mon niveau, c'est accompagner ces artisans-là, trouver des mécanismes. Il y a des mécanismes qui existent pour
les assister justement dans le montage de leur dossier. Hein. Donc ça, nous sommes en pleine discussion pour pouvoir trouver des alternatives et leur permettre justement d'aller au bout de leur requête. Parce que dès que ces artisans se rendent compte qu'on leur demande de monter un dossier, etc., ils se disent, bon, ça c'est pour les intellos, ils lâchent l'affaire. Et donc, ils restent loin et ils observent qu'il y a des fonds disponibles, mais ils ne peuvent pas y accéder. Donc, c'est comment faire pour lever ces barrières-là. Nous y travaillons avec mes équipes. Voilà. Alors, deuxième question, et l'avant-dernière question, si vous le voulez bien. Donc, vous êtes le président de la commission de l'économie des investissements de la CCIB. Aujourd'hui, comment se porte la relation entre les opérateurs économiques et l'État central? Ça se passe bien? Bah, à ma connaissance, enfin, j'ai pas eu vent de quelque chose qui me laisse faire croire le contraire. J'ai pas bien compris votre question. Je dis entre non, enfin, j'ai pas reçu des éléments qui me laissent croire le contraire. Donc, tout se passe bien entre les sous réserve sous réserve d'avoir des éléments contraires. Enfin, pour le moment, dans ma position, pour ce que je vois, j'ai pas des éléments qui me laissent croire le contraire. Voilà. Avant d'ouvrir l'antenne donc aux auditeurs, alors si on vous demandait bien sûr donc disons de donner quelques conseils, je ne dis pas des conseils, mais voilà, au président de la République pour une meilleure gouvernance les 3 années à venir, que direz-vous? Non, déjà, je pense qu'il faut maintenir la dynamique. Pas de précipitation, c'est bien. Il faut maintenir l'ambition nourrie de changer la configuration du pays. Il faut maintenir la stratégie de diversification de l'économie, tout tout en croyant à ses filles et fils à travers les projets innovants, les appuyer. Donc tout ça, toute cette dynamique-là, il faut la maintenir. Mais je souhaiterais que, très humblement, que un regard soit porté vers les PMI et les TPE. C'est-à-dire, il faut mieux accompagner les TPE. Il faut une politique plus hardie, une politique plus dynamique sur les TPE, sur leur suivi et également sur les PME-PMI. Voilà ce que je peux dire. Il faut maintenir la dynamique et regarder de ce côté-là. Je m'en voudrais, et mes pairs m'en voudraient si je ne fais pas un retour sur la détaxe de la TVA sur les produits, sur la farine de blé. Ah oui. Je m'en voudrais de revenir sur ça pour solliciter le pouvoir central à regarder dans notre direction, parce que quand des acteurs investissent lourd mais ne gagnent pas leur vie, n'arrivent pas à couvrir leurs charges de fonctionnement parce qu'ils sont étouffés sous des charges, alors que d'autres pays à côté ont détaxé pour justement permettre que les investissements se fassent et que les acteurs couvrent leurs charges, on aura toujours du mal à vivre de notre métier et les tricheries vont se pérenniser. Et donc, je suis obligé de revenir sur cette histoire de TVA, de détaxe de la TVA sur la farine de blé et regarder dans la direction des TPE, des PME-PMI et on l'a déjà dit, augmenter les kits pour le RAVI pour alléger les souffrances des populations qui veulent se faire recenser. Voilà. Mesdames et messieurs, je rappelle que nous sommes en compagnie de monsieur Gatien Adjaboni, le président de l'Association nationale des propriétaires et exploitants de boulangerie et pâtisserie du Bénin, président de la commission de l'économie des investissements à la CCIB, président du Creuset Mikité, le PDG de l'Institut Tinsi SA. Nous allons vous donner la parole pour faire un peu la synthèse des différentes préoccupations des auditeurs. Il y a M. Balambé qui a parlé du RAVIP. Il y a d'autres qui sont revenus, toujours avec le RAVIP. Vous avez noté comme moi. Je vous laisse le temps tout à fait. Donc très rapidement, est-ce que le premier intervenant a dit, est-ce que le gouvernement n'était pas prêt? Bon, déjà, je ne suis pas le gouvernement. Je ne suis pas le gouvernement, je suis secteur privé. Vous m'avez présenté un peu plus actif, citoyen actif sur le terrain, etc. D'accord, mais je ne suis pas le gouvernement. Donc, nous, en tout cas, au niveau du Creuset Mikité, servi autrement la communauté, on a estimé que le RAVIP était un bon outil de développement, d'aide à la décision en tout cas, et c'était important de l'avoir. Donc on a fait une sensibilisation à la base pour que les populations puissent mieux appréhender les contours de cet outil-là. Voilà ce que nous avons fait. Nous avons constaté qu'il n'y avait pas assez de kits et que les populations se plaignaient de faire trop de rangs pour se faire enrôler. Nous l'avons fait savoir. Voilà, donc notre mission s'arrête là. Nous ne sommes pas le gouvernement. En ce qui concerne les commentaires sur les photocopies des cartes d'identité, etc. Bon, ça vraiment, c'est des choses c'est des attitudes qu'il faut éviter, je pense. Il faut absolument éviter de décourager ça, puisqu'on a bien dit, c'est pas un outil électoral, c'est pas à visée électoraliste. Donc, il faut éviter ce genre
ce type d'attitude-là. J'en ai pas vu, puisque nous, notre démarche, ce n'était pas ça, c'était juste sensibiliser, expliquer, et ça s'arrête là. Donc, je suis un peu surpris de ça. Et je pense aussi qu'on a tous attendu, hein, comme vous, journalistes, comme n'importe qui, on a entendu le gouvernement dire que, par rapport à la préoccupation même des centres, hein, qu'on pouvait se faire enregistrer n'importe où. C'est-à-dire que même si vous êtes à Malanville, vous vivez à Cotonou, mais vous êtes à Malanville en mission, vous n'êtes pas obligé de redescendre à Cotonou, vous faire enregistrer dans votre zone. C'est la preuve que ce n'est pas un outil à visée électoraliste. Parce que sinon, chacun a carré dans sa zone, mais ce n'est pas ça. Le gouvernement même qui organise ça dit, vous pouvez vous faire enregistrer n'importe où. Je pense qu'il n'y a pas... c'est-à-dire, il faut qu'on évite de chercher des poux dans les cheveux là où il n'y en a pas. Hein? Moi, je devais, pour ma part, me faire enregistrer dans une école primaire, selon la nomenclature même des organisateurs du RAVIP, dans une école primaire de Bégamé, qui est quelque part derrière une station. Bon, le jour où je devais faire mon enrôlement, il y avait personne, il n'y avait pas d'agent, il n'y avait pas de kit dans cette école-là. Donc, avec les sympathisants à la base de service de trauma à la communauté, on a dû marcher de la place Bugari jusqu'à l'école de Vaudier, donc totalement hors de notre champ de portée de Bégamé, pour aller nous faire enregistrer là-bas. Donc, ça n'a pas une incidence. On peut se faire enregistrer n'importe où. Donc, à partir de ce moment, tout ce qui est électoraliste, carte d'identité, tout ça, je pense qu'il faut que les populations refusent des manipulations de ce type-là. Ensuite, l'intervenant a dit, est-ce que c'est parce que je suis élu consulaire à la Chambre de commerce que, en fait, mes kiosques n'ont pas été touchés par la libération des espaces publics? Ben, écoutez, je m'inscris en faux sur une affirmation comme ça, puisque, vous savez, déjà, pour nos kiosques, c'est un investissement de 5 millions le kiosque. Ce sont des kiosques qui ont été commandés au Ghana. Ce sont des kiosques qui respectent les règles d'hygiène dans l'agroalimentaire. C'est pour ça, il y a ce coût-là et qu'on n'a même pas pu l'avoir au niveau local. Déjà ça. Il y a une procédure qui a été faite lors de l'installation de nos kiosques. C'est important que celui qui a posé la question le sache, qui a duré 14 mois. 14 mois. Autrement dit, j'ai dit, tant que je n'ai pas d'autorisation, je ne poserai aucun kiosque nulle part. On a payé le fournisseur 5 millions fois 24 kiosques. Les kiosques étaient prêts sur la frontière du Ghana. On n'est pas parti chercher parce qu'on n'avait pas les autorisations. Et pour avoir les autorisations, on a mis 14 mois de galère pour le faire. Autrement dit, s'il n'y a pas un minimum de règles, de choses faites dans les règles de l'art, je n'avance pas. Et donc, c'est tout ça qui m'a permis aujourd'hui de faire un plaidoyer à l'endroit de l'autorité de tutelle qui gérait le déguerpissement. Et certaines requêtes ont été acceptées, d'autres n'ont pas été acceptées. Vous savez, j'ai perdu 4 kiosques en fait dans la libération des espaces publics. Donc celui qui pose la question ne le sait pas. Mais j'ai des kiosques qui ont été détruits entièrement par des catapillars, comme tout le monde. Le kiosque de Okpaoulua a été écrasé par un catapillar, totalement irrécupérable. On a un kiosque à Porte-Novo qui a été écrasé. J'ai même les images. Donc, s'il ne me croit pas, il pourra me joindre sur mon numéro que je vais laisser tout à l'heure pour voir ces images-là. Donc, on a perdu 4 kiosques écrasés par des catapillars. Donc, on a vécu la libération des espaces publics comme tout le monde. Mais ça ne nous empêche pas chacun prend ses coups. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Donc chacun a pris ses coups et donc on constate tous que nous sommes tous béninois assujettis aux mêmes règles. Et voilà, mais ça ne nous empêche pas de constater ce qui se fait de bien dans le pays non plus, quoi. Donc je ne veux pas faire d'amalgame par rapport à ça. Donc je tenais à préciser ça. Ensuite, les artisans. Je salue ce brave monsieur artisan. Je suggère plutôt qu'il puisse me contacter. Je vais laisser mon numéro tout à l'heure, qu'on puisse échanger en profondeur. Je pense que sur ce plateau, on ne pourra pas aller au bout du sujet. Ensuite, la maison de Porte-Novo, la maison de la chambre de commerce de Porte-Novo. Bon, je pense que le président de la chambre de commerce a eu une interview à ce sujet. Il a même visité le bâtiment. Les caméras ont pu voir un peu ce qui a été fait. C'était pas au cours de ce mandat. C'est pas le président, le bureau national de la Chambre de commerce actuellement qui a diligenté ces travaux-là. Donc c'était un héritage. On a hérité de ça, mais le président Jean-Baptiste Sativi estime qu'au regard, vu l'état du bâtiment, on ne peut pas la rendre opérationnelle en l'état.
hein, puisque c'est des hommes qui vont rester dedans, c'est pas des moutons. On peut pas mettre des hommes dans ces travaux-là. C'est un dossier relativement complexe dont on a hérité, hein, dont la Chambre de commerce a hérité. Et je pense que bon, j'invite ce monsieur à se rapprocher du bureau exécutif de la Chambre de commerce pour plus de détails s'il le souhaite, quoi. Mais le sujet a été mis sur les médias, hein, on l'a pas caché. Le RAVIP coûte combien? Bon, j'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas le gouvernement. Ouais. Donc, la radiation du capitaine des eaux et forêts, bon, je pense que tout ça, radiation, s'inscrit dans ce qu'on a dit. On a évoqué ces questions-là, la volonté d'assainir le cadre de gestion du pays, le cadre macroéconomique du pays, etc. Donc, il y a des choses, je pense que ce gouvernement tolère moins que d'autres. Bon, je ne vais pas rentrer dans plus de détails que ça. Je remercie M. Amoussouga qui dit qu'il me soutient et qui me remercie pour tout ce que je fais pour la jeunesse. Donc, je lui dis merci. Je pense qu'il y a beaucoup à faire. On n'a même pas encore pu faire 5% de ce qu'on a envie de faire, mais on fait ce qu'on peut. Merci pour son soutien. Voilà. La contribution, la vente, bon. Les critères, les conditions par rapport à la situation géographique aussi. Oui, bien sûr. Non, c'est 500 mètres. On ne doit pas avoir 2 unités de production. Bon, chez nous, il faut savoir que c'est les unités de production, autrement pas de boutique. Donc, unité de production, c'est quoi? Une unité de production, là où vous avez un four et vous préparez le pain, des machines de boulangerie. Donc, on ne doit pas avoir 2 unités de production de pain à moins de 500 mètres. Voilà ce que je peux dire. Aujourd'hui, ce n'est pas respecté. Vous allez à Kpakpa, vous passez simplement sur les pavés de Midobo, ben vous allez voir, à Midobo, il y a des boulangeries qui se font face. Et donc, d'autres n'ont pas d'autorisation d'installation, voilà. Et ils s'installent comme ça. Il y en a plein comme ça. Ouais. C'est une anomalie. C'est des choses que nous dénonçons. Ça fait partie de notre plaidoyer à l'endroit de l'autorité de tutelle. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Il y a également celui qui nous écoute du côté de l'extérieur, Sylvini Hueto, du côté de Strasbourg en France, et puis David Damagro, qui est notre correspondant permanent donc à Liège, en Belgique. Salut. Et qui vous envoie également un petit bonjour et qui écoute justement cette émission grâce à l'application Océan FM 88.6 téléchargée sur Play Store. Je laisse mon numéro aux auditeurs qui ont souhaité. Si ça ne vous gêne pas. Oui. Non, ce numéro est public aujourd'hui. 97 60 02 03. Voilà. Donc, M. Moussa Fataï est servi. 97 60 02 03. Si je ne décroche pas, on me laisse un SMS, je rappelle. Tout à fait, voilà. Merci. Chris Belmoncho, bonjour. Bonjour, Hospice. Alors, vous êtes là justement pour la synthèse donc, de cette émission. Vous avez le micro. Le président de l'Association nationale des propriétaires et exploitants de boulangeries et pâtisseries du Bénin, Gatien Adjagboni, a débuté ses propos en levant un coin de voile sur la fermeture de 21 boulangeries. Il note l'utilisation de produits prohibés, l'absence de règles élémentaires d'hygiène, le manque de formation diplômante, l'installation de ces boulangeries sans autorisation de la tutelle. Il demande donc une mise aux normes sans quoi il n'y aura pas une remise en activité de ces structures. À la question de savoir quelle est son appréciation des 20 mois de gouvernance du président Patrice Talon, M. Adjagboni affirme qu'il observe une bonne volonté de la méthode et une stratégie de diversification de l'économie nationale. Le numéro 1 de la commission de l'économie et des investissements à la CCIB a également donné son point de vue sur la situation économique du pays. Il note une avancée en matière de social, l'amélioration de la sécurité publique, le prêt minimum pour la microfinance s'élève à 50 000 francs, la création d'emplois à travers l'avènement des Bénin Taxi. Mais au-delà de tout ça, l'invité précise une baisse du niveau d'achat. Le panier de la ménagère végète toujours dans ses mauvais jours. Toujours au contact de la population, le président du Creuset Michité s'engage à accompagner les artisans dans le montage de leurs différents dossiers de financement. Fin de ce compte rendu. Merci de nous avoir suivis. Vous avez compris le synthèse, c'est bon ou bien il y a... Non. Rien à ajouter. Rien à ajouter. C'est bon. Vous êtes dans votre rôle parfaitement. Merci Christelle Moncho. On va vous retrouver donc dimanche prochain avec le même plaisir. Oui. Alors, M. Adjagboni, c'est la fin de cette émission. Merci. Votre mot de la fin. Je vous remercie simplement de m'avoir invité. Vous m'avez énormément bousculé. Ouais. Donc, j'ai accepté l'invitation. Voilà, je suis heureux d'avoir échangé avec vous ce matin et avec les téléspectateurs. Les auditeurs. Voilà. Et les téléspectateurs, effectivement, voilà. Aussi. Voilà. Voilà. Merci, M. Gatien Adjagboni. Merci. Je rappelle que vous êtes donc le président de l'Association nationale des propriétaires et exploitants de boulangeries et pâtisseries du Bénin, président de la commission de l'économie et des investissements à la CCIB, PDG de Tinsi SA, sans oublier
été récemment un président du Creuset Michité avec comme slogan servir autrement la communauté. Merci d'avoir été là. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Quand c'est la rediffusion, c'est déjà demain, lundi, à partir de 15h sur OCFM. Vous pourrez également la regarder en vidéo et bien sûr notre site internet ou sur YouTube. Merci à toute l'équipe de Urban FM de Parakou, celle de OCFM avec à la caméra, eh bien, Semiat Yessoufou, mise en onde de coordination, c'est Rock Boton Credo, la synthèse est assurée par Chris Bell Moncho. Préparation et présentation hospice. Sachez que la vérité est comme le soleil, elle fait tout voir et ne se laisse pas regarder. C'est signé Victor Hugo. Merci, c'était le 49e numéro de l'émission Quand c'est à. Au revoir.